Agression homophobe, à qui la faute? Samedi dernier, un couple a été violemment agressé. 4 personnes ont été placées en garde à vue. Donc voilà, à quoi servent les associations? On va tenter de poser la question, on va la poser la question carrément à Clara Privé, co-secrétaire de l'Inter-LGBT. Mais juste avant, je vous fais un petit point sur l'actualité. Restez avec nous. Le rappeur Kobalade, impliqué dans un accident mortel à Créteil. Le rappeur était au volant d'un véhicule qui a percuté un poids lourd en stationnement dans la ville de Créteil. L'accident a eu lieu au niveau de la station essence Total de Créteil sur l'A86. Une personne est morte dans l'accident. L'artiste a été transféré à l'hôpital avec l'un de ses passagers. Tous deux ont été légèrement blessés. Dans le 18e arrondissement de Paris, une femme a été placée en garde à vue pour avoir tué un homme en le jetant du 5e étage. Cette femme de 47 ans s'est présentée ivre lundi au commissariat avant d'être retenue pour homicide volontaire. Pour l'heure, on ne sait toujours pas ce qui s'est réellement passé, mais la piste criminelle est privilégiée. Toujours sur de tristes nouvelles, une fois encore, une femme est victime d'un féminicide. À Limay-Brévannes, la victime a reçu 19 coups de couteau. L'auteur présumé du meurtre est son mari. La victime, âgée de 27 ans, avait confié à une voisine avoir eu des problèmes avec son mari. Lors d'une manifestation palestinienne, Elias Dimzalen, l'influenceur fiché S, a été filmé appelant à mener l'intifada à Paris. On rappelle qu'une intifada, c'est les guerres qu'on avait à l'époque avec des pierres en Palestine. Afin de libérer Jérusalem, l'influenceur de son vrai nom, Elias Zarelli, est visé par un signalement du ministère de l'Intérieur au procureur de la République au titre de l'article 40 du Code pénal. Parlons à présent d'un sujet qui divise. La région Île-de-France a déposé ce matin une motion pour proposer à la mairie de Paris de renoncer au projet de périphérique à 50 km/h. Lundi matin sur RTL, Anne Hidalgo avait annoncé l'abaissement de la vitesse maximale sur le périph' à partir du 1er octobre. On va parler avec Clara Privé des agressions homophobes. On se retrouve tout de suite, maintenant. Tout de suite, c'est maintenant. Clara Privé, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien. Bon. Vous êtes la co-secrétaire de l'Inter-LGBT. Bon. Agression homophobe, à qui la faute? On va tenter de répondre à cette question. Juste avant, notre ami Antoine Boitel nous a fait un petit récapitulatif de l'agression qui a eu lieu samedi dernier. 10e arrondissement, samedi soir, quai de Valmy vers 1h du matin. 2 hommes sont très violemment pris à partie par une dizaine d'individus en raison de leur orientation sexuelle. Frappé à coups de tesson de bouteille à la tête, un des 2 hommes voit son pronostic vital engagé. La police intervient rapidement, mais sur place, il ne trouve que les victimes qui sont en train d'être prises en charge par les pompiers. Plus tard, dans la même nuit, 4 auteurs supposés de l'agression sont interpellés à l'angle de la rue de Dunkerque à Paris. Formellement reconnus par une des 2 victimes, les auteurs supposés sont sous l'emprise de l'alcool et placés en garde à vue différée. Ce type d'agression homophobe et les contraventions anti-LGBT sont en hausse de 20 à 25% depuis au moins 2022. Les associations n'hésitent plus à parler d'un phénomène inédit depuis au moins 10 ans, surtout dans les villes de plus de 200 000 habitants et particulièrement à Paris. En 2023, les services de police et de gendarmerie nationale ont enregistré plus de 4500 infractions de ce type sur l'ensemble du territoire national. En mai 2024, notre collègue de 20minutes.fr, Aude Loriot, révélait que les actes LGBT-phobes avaient en effet bondi de 15% au premier trimestre 2024 à Paris par rapport à la même période l'année passée. Clara Privé, vous avez entendu comme les chiffres, hein, ils augmentent. L'inter-LGBT existe depuis 1999, je ne me trompe pas? Tout à fait. Bon. Pourtant, les chiffres ont bondi de 15% au premier trimestre de 2024 à Paris. Ma question est simple. Qu'est-ce qu'on ressent quand on se rend compte qu'on n'a servi à rien? Alors, énormément de frustration, énormément de tristesse, parce que en fait, quand on attaque des personnes LGBTI, quand on s'en prend à des personnes LGBTI, c'est toute la communauté qui est impactée, c'est l'ensemble des personnes concernées qui sont impactées. Donc vous nous confirmez que vous avez servi à rien? Pas du tout. Ah. Nous n'avons pas servi à rien. Les pouvoirs publics ont fait le choix de ne pas nous écouter, et les politiques ont fait le choix de ne pas nous écouter. Et ça, c'est les grandes choses. Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand on est une association LGBTI, on parle à la communauté LGBTI, on se soutient entre nous. Et vous ne parlez pas au service public? On crée... Ah si, complètement. On est invité quand on met la pression dans les ministères. On a tout un tas d'associations, je pense au FLAG, je pense à l'autre cercle, qui sont membres de l'Inter-LGBT, qui vont sensibiliser au sein des entreprises, dans les commissariats, etc., dans les écoles de gendarmerie. Et donc, on travaille. Mais il y a un choix au plus haut niveau
de l'État, et notamment, je pense à l'heure actuelle à l'ancien Premier ministre Gabriel Attal et la ministre démissionnaire Aurore Bergé, de ne pas écouter les associations et de ne pas mettre en place des politiques de grande envergure qui sont nécessaires pour nous protéger au quotidien. Mais votre place, vous, dans tout ça, en fait, c'est quoi? Parce que vous nous dites que vous discutez avec eux, donc d'une certaine manière, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Est-ce que c'est vraiment la volonté de l'État de ne pas faire fonctionner les choses, ou c'est pas plutôt peut-être aussi de la faute des associations de ne pas avoir peut-être assez bien passé les messages, assez bien... C'est une question qu'on peut se poser. Alors nous, notre plaidoyer, il est hyper clair. Et quand on va au ministère, on a des revendications qui sont très très claires. Notamment sur la question de la lutte contre les guet-apens, contre les violences, la formation, par exemple, de l'ensemble des gendarmes et de l'ensemble des forces de l'ordre en général à la réception des victimes de LGBTI-phobie, le fait de former à tous les enjeux LGBTI l'ensemble des forces de l'ordre, etc. Nous, on arrive avec des choses hyper claires. Eh ben, en fait, on a aujourd'hui une ministre démissionnaire et un ancien Premier ministre qui refusent de mettre en place ce qui est nécessaire. Et c'est des choix budgétaires principalement. Lutter contre les LGBTI-phobie aujourd'hui, c'est mettre de l'argent sur la table pour former, pour orienter, pour faire des plans d'action régionaux et nationaux. Et ça, aujourd'hui, c'est pas fait. Revenons sur l'actualité qui nous a poussé à faire cette émission. Un couple homosexuel samedi dernier a donc été violemment agressé. Comment ça peut se passer, ça encore? Comment est-ce qu'en 2024, on peut se dire encore, cette actualité-là, c'est possible? Alors, en fait, on remarque une décomplexion totale des comportements LGBTI-phobes. Les LGBTI-phobies ont toujours existé, l'homophobie, la transphobie, etc. Mais aujourd'hui, et c'est lié très honnêtement à l'augmentation et de l'extrême droite et des idées d'extrême droite dans notre société, en fait, les personnes sont décomplexées dans leur comportement LGBTI-phobe. Et là, je citerai un chiffre issu du rapport annuel de SOS Homophobie. 23% des violences LGBTI-phobes se font en ligne. D'accord. Et ça, c'est une porte d'entrée. Et l'impunité sur les réseaux sociaux, quand on va utiliser des insultes LGBTI-phobes sur les réseaux sociaux, derrière, on se sent impuni. Il n'y a pas de modération, notamment. Oui, on a l'impression d'être loin de la personne. Complètement. C'est une excellente transition. Je me permets de vous couper parce qu'on a aussi un souci de temps. Julia Torlet, l'une de vos confrères de chez SOS Homophobie, nous a aussi donné quelques détails sur l'augmentation des violences homophobes et le pourquoi de ces dernières. Nous, cette année, pour 2023, on a eu en tout 2300 témoignages environ, alors que pour vous donner un ordre d'idée, sur l'année précédente, c'est-à-dire 2022, on était à 1500 témoignages. Donc on est passé de 1500 à plus de 2300. On a eu une augmentation des témoignages déposés. De toute façon, on le voit quand on regarde historiquement le nombre des témoignages reçus lors des années précédentes, il y a des pics. Il y a évidemment des pics qui sont liés aux évolutions légales, aux grandes batailles légales. Par exemple, il y a eu évidemment un pic absolument titanesque en 2013, 2012-2013, au moment de la bataille du mariage pour tous. Il y a eu un autre pic entre 2020 et 2021 autour de la PMA. Et là, on retrouve de nouveau un pic parce que il y a des débats dans la société. Nous, on a notamment relevé une grande augmentation des violences transphobes. Et c'est très cohérent avec ce qu'on voit dans la société. Il y a eu beaucoup de débats ces derniers mois, et pour faire large, la dernière année et demie, autour des questions de transidentité. Et il y a une augmentation des violences transphobes. Donc de toute façon, les augmentations qu'on observe dans les dispositifs d'écoute, elles sont évidemment corrélées avec ce qui se passe dans la société. Vous avez eu aussi une augmentation des appels ? Alors, nous, on a de plus en plus de personnes LGBTI qui viennent nous voir, qui subissent des violences, que ça soit au travail, que ça soit dans le cadre de leurs relations personnelles, dans la rue. On remarque qu'aujourd'hui, les cas de violence et les cas de violence subis sont de plus en plus élevés. Et aujourd'hui, vous n'avez quasiment aucune personne LGBTI qui n'a pas vécu une violence vis-à-vis de son orientation sexuelle ou de son identité de genre. D'où est-ce qu'on sait ça ? Quasiment aucune... Après, ça, c'est les chiffres du rapport de SOS Homophobie où on voit bien l'explosion. Et les chiffres nous montrent qu'on a une personne LGBTI sur 10 qui aura vécu des faits de violence physique et une personne sur 2 LGBTI qui aura vécu des faits de violence de manière générale. Et en fait, nous, on le voit aujourd'hui, et notamment dans les milieux militants, que ces chiffres, ils sont en explosion. Et on le constate sur le terrain.
et même quand on organise la marche des fiertés, etc., on voit bien qu'il y a de plus en plus de violence vis-à-vis de notre communauté. On a aussi demandé, du coup, c'est encore une fois, merci beaucoup, on co-anime presque l'émission ensemble, on a aussi demandé aux Parisiens s'ils ressentaient ce climat de violence directement et s'ils faisaient confiance aux associations. Moi, en tant que personne queer, évidemment que ça me touche les agressions homophobes et évidemment que j'y ai été confrontée. Moi, je trouve qu'on est dans une énorme période de fascisation en France et en Europe de façon générale. Donc, je me tournerai jamais vers la justice ni la police. Donc, c'est vrai que s'il m'arrivait quelque chose, moi personnellement, j'irais plutôt vers le terrain associatif pour de la visibilisation, en fait, juste pour essayer de mettre fin à l'impunité en fait de ces agressions-là. Sinon, moi, je fais de la boxe thaï, donc voilà, j'essaye de me défendre comme je peux. Avant, il y avait beaucoup de bars dans le quartier. Une jeune femme pouvait se balader, rentrer chez elle à 4h du matin. Elle n'était pas embêtée, sécurisée par les bars gays. Maintenant, il n'y a plus ces bars gays. C'est très compliqué pour une femme de rentrer seule. Puis, il y avait une solidarité et une bienveillance. Ils sont davantage à l'écoute. Avant, il y avait un poste de police rue aux Ours où les gens étaient formés par rapport aux requêtes homophobes. Et il y avait un accueil mais incroyable. Là, le commissariat a fermé. Il y a le nouveau commissariat à côté du jardin de la mairie. L'accueil n'est pas le même. Et vous aimeriez que les associations alertent les pouvoirs publics, par exemple ? Mais elles sont alertées. Mais qu'un homo se fasse tabasser, c'est pas très grave. Après, si un homo juif et noir se faisait abasser, ça passerait tout de suite aux 20h. Votre réaction là-dessus ? Alors, je suis pas entièrement d'accord sur le constat qui est fait. Le dernier ? Le dernier, en effet, parce que en fait, on voit bien que peu importe la minorité qui est agressée aujourd'hui, ça n'intéresse pas les pouvoirs publics. C'est pas dans leur sujet de préoccupation. Et les personnes pourtant, ils en LGBTI, parlent souvent. Oui, mais on en parle comme des faits divers. On parle du traitement des violences, hein, évidemment. Ah oui, bien sûr, mais on en parle encore une fois comme des faits divers et pas comme un phénomène qui est systémique. Aujourd'hui, quand une personne, et là je partage le constat de la Première Dame, quand une personne LGBTI se fait agresser, c'est en lien avec toute la montée des idées d'extrême droite. Donc là, c'est politique. Ah, complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer, au même titre que les féminicides, des agressions LGBTI-phobes comme simplement un fait divers dans un journal aux 20h ou autre. Il y a un vrai lien qui est fait avec la montée des idées d'extrême droite, le fait que... Vous pensez que c'est exclusivement la montée d'extrême droite ? Non, pas du tout, mais Parce c'est que des vous liens me de citez corrélation. que ça. C'est-à-dire que, évidemment, les LGBTI-phobies ont toujours existé, Oui. mais l'augmentation des violences LGBTI-phobes et la montée de l'extrême droite sont parallèles, mais comme la montée de la violence, en fait, en réalité, dans l'entièreté de notre société, on le voit bien aujourd'hui, que les chiffres explosent et qu'il y a cette espèce de violence dans le discours d'extrême droite contre les personnes minorisées et notamment les personnes LGBTI. Après, moi, j'entends des discours, permettez-moi de voir sur les réseaux, je suis comme vous, peut-être sur les réseaux sociaux, et je vois sur les réseaux sociaux des gens qui se disent pas forcément d'extrême droite et qui pourtant ont derrière des remarques homophobes, transphobes sur les réseaux sociaux. Moi, ma question, c'est, outre le clivage politique, parce que j'entends quand même beaucoup dans les associations, voilà, il y a aussi ce discours politique, c'est aussi très parisien, ce discours politique, mais au-delà de ça, si on regarde au-delà des clivages politiques, qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui des gens, sur le plan sociétal, je parle, peuvent insulter, frapper, manquer de respect à des personnes homosexuelles, transgenres, bisexuelles, que sais-je encore ? Mais il y a une double chose, c'est que ce n'est pas parce que un certain nombre de personnes sont hors du clivage politique ou qu'ils n'appartiennent pas à l'extrême droite que les idées ne se répandent pas et ne s'infusent pas dans l'ensemble de la société. Mais il y a aussi, et il faut être très honnête, un certain nombre de manques d'éducation sur tout un tas de sujets qui peuvent sembler opaques en fait pour beaucoup de personnes. Je pense par exemple à la question de la transidentité, je pense à la question de l'intersexuation, où en fait aujourd'hui, et c'est aussi le rôle des associations et c'est le rôle qu'on a en défilant sur la marche des fiertés, en défilant pour l'existence inter, pour la journée internationale de la bisexualité plus, de aussi expliquer nos sujets à l'ensemble des personnes qui ne seraient pas forcément issues de la communauté LGBTI. Qui ne sont pas forcément d'ailleurs de gauche ou de droite. Tout à fait. Des gens qui aujourd'hui n'ont peut-être pas forcément ou trouvent peut-être la culture queer opaque. Et il y a aussi un nécessaire besoin d'éducation. Mais sur la question de l'augmentation des violences, je le redis, on a une non prise en compte par l'État de ces violences et une infusion des idées LGBTI-phobes d'extrême droite qui est évidente aujourd'hui.
J'entends votre avis. On a aussi un autre avis, celui de Super Cero, l'influenceur. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un contenu qui, moi, je trouve formidable et très marrant d'ailleurs, si je peux me permettre de faire un petit peu de promo. Il a aussi répondu à nos questions et lui, pour le coup, il ne fait vraiment pas confiance aux associations. Mon rapport, il est un peu complexe avec les associations. Ça fait 4 ans que je fais ce que je fais, enfin mon engagement. Il y a des assos avec qui ça se passe très bien, comme Act Up, où vraiment j'ai du soutien et ça se passe bien. Moi, c'est des assos qui sont plutôt sur le VIH. Il y a d'autres assos avec lesquels c'est assez tendu. Il y a aussi un monde associatif, j'ai l'impression, qui avec des tensions interassociatives, avec des histoires de financement, et que tout ça, ça nuit parfois aux victimes et aux personnes qui les accompagnent. Il y a aussi certaines assos où je me sens moi-même pas du tout safe. J'ai déjà même été victime de harcèlement ou d'intimidation venant de personnes salariées ou bénévoles, voire même parfois directeurs de certaines associations. C'est un peu un monde à part. Enfin, moi, ça fait quand même 4 ans que j'attends qu'il y ait un MeToo association parce que je pense quand même qu'il y a des choses à dire face au harcèlement, aux menaces de mort. J'ai contacté plusieurs assos. Il y a plein d'assos qui m'ont promis de m'aider, mais j'ai jamais eu de retour. C'est-à-dire que j'ai fait à chaque fois ce qu'on me demandait. Les dossiers avec les menaces de mort, les insultes, etc. Et j'ai jamais eu de retour. Alors parfois, j'ai quelques avocats qui me font des mails me disant on revient vers toi, on voit que tu as encore des menaces de mort. Oui, bah, comme depuis 2 ans en fait. Et c'est vrai que c'est ça qui m'inquiète un peu, c'est de me dire mais moi, qui ai la chance quand même d'être l'une des personnes vivant avec le VIH les plus visibles de France, qui ai les contacts de toutes les associations, les contacts des directions, etc. Donc je suis quand même une personne qui a beaucoup de chance, enfin, qui est très privilégiée dans cette condition-là. J'ai absolument pas d'aide. Et parfois, ce que je me suis déjà fighté avec certains assos de dire, mais vous savez, moi, je ne demande pas grand-chose, je ne demande pas des financements, je demande du relais. Le relais, je ne l'ai pas. Et je demande un café, ne serait-ce que m'appeler de temps en temps pour savoir comment je vais. Je ne l'ai pas non plus. Psychologiquement, je suis plus atteint des violences institutionnelles que j'ai subies parfois de certaines associations que des menaces de mort que je reçois sur les réseaux. Voilà. Le témoignage est quand même assez clair. Moi, j'entends ce que vous dites quand vous nous dites que c'est l'État qui ne fait pas son travail, qu'il y a aussi l'extrême droite derrière. Mais on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un problème avec les associations ? La question est rigolote. Aucune association n'est imperméable à la société. Nous ne sommes pas un monde à part. En interne de nos associations, oui, il y a des violences sexistes et sexuelles, oui, il peut y avoir des comportements toxiques, mais comme partout dans le reste de la société. Est-ce qu'on comprend que les gens aujourd'hui n'ont plus confiance aux associations et que derrière, aujourd'hui, on peut aussi avoir des augmentations ? Parce que les gens qui attaquent ces victimes, ils se disent, si même les associations derrière, en voyant ces images-là, même si même les associations derrière ne peuvent pas être safe, comme l'a dit l'influenceur, pourquoi est-ce que les gens derrière, ils vont pas se dire, moi je peux les attaquer, je peux aussi ne pas être safe avec les autres ? Mais alors, déjà, l'ensemble des associations ne sont pas safe. L'ensemble des associations travaillent et pour en côtoyer un certain nombre au quotidien, à évidemment être safe en interne, à travailler sur les violences, sur la toxicité qui peut exister dans, je le répète, l'ensemble des milieux associatifs. Ce n'est pas contenu au milieu LGBTI. Et ensuite, évidemment que l'ensemble des contributions individuelles sont nécessaires pour faire avancer nos associations sur le sujet. Ce qui pointe du doigt, c'est aussi à côté, c'est le fait qu'il appelle, il envoie des messages, il reçoit des mails disant « vous inquiétez pas, on vous recontacte », il n'est pas recontacté. Est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière un manque de, permettez-moi de le dire, de compétences peut-être de la part des associations aujourd'hui ? Alors, c'est assez rigolo formulé comme ça. Il faut aussi poser un certain nombre de choses qui sont qu'on reste des êtres humains, des personnes LGBTI, qui nous-mêmes subissons au quotidien la violence à la fois institutionnelle, parce que du coup, on est au premier rang. En général, quand il faut aller rencontrer des conseillers de Gabriel Attal qui nous expliquent que non, mais un homo qui se fait tabasser, en effet, c'est pas grave, comme disait le monsieur tout à l'heure. On nous a clairement fait comprendre, quand on a demandé à Gabriel Attal de condamner de manière systématique chaque agression homophobe ou LGBTI-phobe, on nous a répondu non, c'est peut-être un peu beaucoup demandé. Alors que, par ailleurs, on a un Premier ministre concerné par la question. Donc, en fait, il y a aussi cette réalité qui est que en tant qu'association, quotidiennement, on se bat pour faire avancer les sujets LGBTI dans la société. On est au contact des institutions en permanence et nous-mêmes, on vit cette violence LGBTI-phobe au quotidien. Et donc, nous aussi, on est les premiers concernés. Et le travail qui est fait par l'ensemble des bénévoles et des associations est titanesque. Et on peut
on peut évidemment les saluer et leur dire, voilà, malgré tout, on peut évidemment saluer le travail de tous les bénévoles. On les remercie d'ailleurs aussi pour tout ce qu'ils font. On a tous besoin d'un bénévole dans notre vie, d'une certaine peu importe la cause. Voilà, il faut que je clôture l'émission. Il nous reste 10 secondes. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux et sur 20minutes.tv.